Nous accueillons avec plaisir le docteur Pascal Alfonsi qui va nous donner son expérience et son expertise sur l'hémorroïdectomie et la douleur post-opératoire. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis médecin anesthésiste. Je remercie beaucoup Vincent de Parade de m'avoir filé le sujet le plus pourri de la matinée parce que dire que faire une chirurgie de l'hémorroïdectomie quelque chose d'indolore, c'est quand même assez illusoire, mais je vais vous montrer qu'on peut presque y arriver. Alors, donc je vais apprendre à personne que la chirurgie hémorroïdaire, ça fait mal. Donc ça, c'est clair, et donc, tout le monde en est conscient. Mais par contre, il y a des caractéristiques très particulières à cette douleur hémorroïdaire post-opératoire. C'est que bien sûr, c'est immédiat, comme toutes les douleurs, mais elles sont persistantes. Nous, en chirurgie, de manière habituelle, douleur, on considère que c'est aigu pendant 48 à 72 heures, et après, ça décroît normalement et ça se gère. Et là, on se rend compte qu'en fait, ça va persister pendant 5, 6, 7 jours. Et puis, il y a des accès paroxystiques qui ne sont pas bien gérés par la prise même continue dentalgique. Et puis, on le sait tous, il y a un événement qui est extrêmement douloureux après la chirurgie hémorroïdaire, c'est les premières selles. Et ça, on ne peut pas les prévoir. Et puis, d'autre part, on a des traitements analgésiques qui sont bien connus, mais qui ont des effets secondaires, je pense, qui sont très efficaces. Les morphiniques, c'est extrêmement efficace. Mais dans le cas de la chirurgie hémorroïdaire, comme on ne veut absolument pas constiper nos patients et qu'on veut éviter les nausées et les vomissements, eh bien, on hésite toujours à les prescrire à juste titre. Et en plus, et là, ça nous concerne plus en intra-hospitalier ou quand on travaille dans la clinique, c'est que quand on fait de la chirurgie hémorroïdaire en ambulatoire, eh bien, la douleur est une des principales causes de conversion de ce séjour ambulatoire en séjour conventionnel. Alors, comme je vous l'ai dit, la douleur post-hémorroïdectomie, ça reste élevé au moins jusqu'à J7. Dans cette étude, ils ont suivi des patients opérés en ambulatoire. Ils ont pris 4 types de chirurgie très différents. La cure de hernie inguinale, la chirurgie de l'épaule, la minésectomie sous arthroscopie et la fameuse chirurgie hémorroïdaire. Et vous vous rendez compte, donc c'est la courbe en orange, que la courbe en orange, c'est la douleur moyenne, c'est la douleur au mouvement et c'est la douleur au repos qui est la plus élevée pendant les 7 premiers jours. Donc c'est vraiment une chirurgie douloureuse. Et ça a un impact. Ça a un impact parce que quand on regarde l'impact sur la récupération post-opératoire, on dit que quand on opère quelqu'un, normalement c'est pour qu'il aille mieux après, sinon c'est pas la peine de l'opérer. Et donc on se rend compte que là, il y a un impact direct sur la qualité de la récupération, puisqu'on se rend compte qu'à jusqu'à J7, les 3/4 des patients considèrent que la récupération est mauvaise, elle est pauvre. Donc vraiment, il y a un impact, il y a un lien direct entre cette douleur qui persiste et la récupération. Alors, comment faire ? Donc là, j'ai fait un petit récapitulatif de tous les traitements décrits dans la littérature. Je vous en rassure, je ne vais pas tout aborder. Mais surtout, moi, ce qui m'angoisse, c'est que quand il y a plein de traitements possibles, c'est que rien ne marche. Ou globalement, pas grand-chose. Parce que ça veut dire qu'on est dans une impasse. Donc je vais me concentrer sur ce qui se passe à l'hôpital, parce qu'on va voir qu'en fait, si on veut réduire la douleur à J7, eh bien, c'est en péropératoire qu'il faut agir. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va faire au moment de l'intervention, avant, pendant et immédiatement après, qui va avoir un impact jusqu'à J7, jusqu'à J10. Alors voilà à peu près tous les traitements. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais faire focaliser. Et puis, comme je vous le disais, c'est le péropératoire qui compte, parce qu'on se rend compte déjà sur une simple chose, c'est que le taux de conversion est directement corrélé à la douleur post-opératoire. Donc j'entends des douleurs fortes à modérées, c'est quand on questionne un patient entre 0 et 10, quelle est votre douleur, 0, pas de douleur, 10 c'est maximal, on considère qu'une douleur est modérée à forte quand elle est au moins égale à 3. Donc nous, ça c'est dans notre expérience, donc il y a 408 patients qui étaient opérés d'une chirurgie hémorroïdaire, et on se rend compte qu'on a un taux de conversion qui est à 11%, et qui a un lien direct avec la douleur modérée à forte post-opératoire, puisque ça multiplie, c'est 2 à 3 fois plus fréquent chez les patients douloureux en salle de réveil versus ceux qui n'ont pas de douleur forte à modérée en salle de réveil. Et c'est aussi un facteur de risque d'avoir des complications post-opératoires. Alors, petit tour de la littérature. Déjà, premier message, il n'y a pas un traitement, c'est l'association de traitements qui nous permet de gagner des choses.
Donc là, dans cette étude, c'est une étude américaine, il y avait 61 patients, ils étaient répartis en 2 groupes. Dans un groupe, on leur donnait du paracétamol en pré-op, on leur donnait de la gabapentine en préopératoire, et puis ils avaient tous une anesthésie générale. Mais ceux qui étaient dans le groupe traité, ils avaient de la chance parce qu'on leur faisait des corticoïdes et on leur faisait également de la kétamine. Les autres, ils n'avaient pas droit. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde sur la droite les chiffres de douleur? Eh bien, on voit qu'en effet, il y a un impact immédiat du fait d'avoir fait tous ces antalgiques, puisqu'on a des valeurs de douleur jusqu'à la 24e heure, ou jusqu'à la 8e heure, pardon, 24e heure qui sont inférieures. Mais on se rend compte que l'inconvénient, c'est qu'à partir de la 24e heure, on n'a plus d'effet, que les chiffres de douleur sont identiques. Et quand on regarde la consommation de morphinique en post-opératoire, on voit qu'en effet, au début, les patients consomment moins de morphinique, mais que très rapidement, ils consomment autant de morphinique que les autres, que ceux qui n'ont pas eu cette analgésie multimodale. Mais au moins, il y a un effet immédiat. Alors, comment on peut prolonger l'impact? Aujourd'hui, il y a 2 traitements qui permettent de prolonger la durée de l'analgésie au-delà d'un certain nombre de jours. Le premier, c'est le bloc pudendal. Donc, le blocage des nerfs, Manu se marre. Et donc, dans cette étude, par exemple, les patients étaient randomisés en 2 groupes. Soit ils avaient une anesthésie générale standard, sans bloc pudendal, avec des antalgiques standards. Et dans l'autre groupe, ils avaient les mêmes antalgiques standards, mais en plus, ils avaient un bloc pudendal. Et on voit que non seulement les chiffres de douleur, quel que ce soit au repos, en position assise ou à la marche, sont inférieurs immédiatement chez les patients qui ont eu un bloc pudendal, mais qu'également cet effet va persister plusieurs jours, puisque au moins jusqu'au 6e jour, les chiffres sont systématiquement inférieurs. Ça a un impact direct sur la consommation des morphiniques. À gauche, vous avez les patients qui n'avaient pas eu de bloc et qui ont eu beaucoup plus de morphinique que dans le groupe qui a bénéficié d'un bloc pudendal. Et puis quand on regarde sur tous les effets secondaires, eh bien, moins de morphinique, donc moins de rétention d'urine. La douleur à la défécation était significativement inférieure. Et le retour à une vie normale, ce qui est quand même important pour des patients, était 2 fois plus court lorsqu'ils avaient eu un bloc pudendal. Donc, première chose, faites des blocs pudendaux. Et après, les deuxièmes traitements qui marchent très très bien, c'est les anti-inflammatoires. Donc, les anti-inflammatoires, dans cette étude, ils ont reçu du diclofénac, du kétorolac, pardon, qui est un anti-inflammatoire, soit sous forme intraveineuse, soit sous forme locale, une infiltration locale. Tous les patients bénéficiaient d'une anesthésie générale. Ils avaient tous également une infiltration périanale préopératoire. Et bien sûr, il y avait un groupe contrôle. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien qu'en termes de douleur modérée à sévère, eh bien, dans le groupe contrôle, il y a 20% des patients qui ont cette douleur modérée à sévère, malgré le fait qu'ils avaient une infiltration périanale, et que dans les groupes kétorolac, le pourcentage est nettement diminué. Le recours aux analgésiques oraux est également diminué, et il n'y a pas plus d'effets secondaires, pas plus de saignement quand on a eu des anti-inflammatoires. Nous, ça, c'est toujours le retour de notre expérience, c'est que je vous ai dit au début, il faut faire du multimodal. Et en fait, on se rend compte, c'est que on a repris notre cohorte de patients, eh bien, le fait de faire des AINS ou un bloc pudendal réduit en effet la fréquence des complications par rapport aux patients qui avaient juste du paracétamol, de la kétamine et de la dexaméthasone, mais qu'en plus, quand on associe les deux, eh bien, on divise par un facteur 6 à 7 la fréquence des douleurs fortes à modérées au réveil de nos patients. Donc, non seulement il y a un effet direct, AINS, effet direct du bloc pudendal, mais également l'association des deux a un effet synergique. Alors, est-ce qu'on peut encore améliorer? Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer? Et surtout, justement, comment garantir qu'on ait un effet prolongé à distance de la chirurgie? Et donc, il y a de plus en plus de papiers qui sortent sur l'acupuncture. Alors, c'est des papiers chinois. Mais il y a un papier chinois
qui vient de sortir, qui est sorti en 2018 et qui n'a pas été fait en Chine. Donc on peut penser qu'ils savent un peu mieux et que c'est un peu mieux géré sur le plan, méthodologique. Donc dans cette étude, ils ont pris des patients, ils leur faisaient soit de l'électroacupuncture, c'était une séance de 30 minutes dans les 15 minutes qui suivaient la fin de la chirurgie, soit ils mettaient les électrodes, mais pas au bon endroit. Alors, ne me demandez pas où sont les points, je ne les connais pas, mais eux, ils disaient, on ne les met pas au bon endroit, et on fait 30 minutes de stimulation. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la douleur à la défécation. C'est probablement un effet anti-inflammatoire rajouté par l'acupuncture qui permet de réduire cette douleur à la défécation à plusieurs jours après. Et puis, dernière piste de recherche et d'amélioration, c'est que peut-être que tous nos patients ne sont pas égaux. Peut-être qu'on doit adapter nos protocoles d'analgésie post-opératoire et de prise en charge à un certain nombre de paramètres qui existent en préopératoire. Donc dans cette étude, ils ont testé les patients, ils leur ont fait avec un algomètre, ils ont regardé quel était leur seuil de douleur à la pression. Et après, ils ont regardé ce qui se passait quand on les opérait d'une chirurgie hémorroïdaire. Et on voit sur la droite que la probabilité de prendre des compléments analgésiques est inversement proportionnelle au seuil de douleur à l'algomètre. Donc peut-être que dans le futur, en consultation, vous, les anesthésistes, on va tester nos patients. Donc ça prend 5 secondes. On appuie sur l'hypo qui est saine, qui n'est pas douloureuse. On regarde le seuil et on dit vous êtes dans telle catégorie. On va vous donner tel traitement. Vous êtes dans telle catégorie, ainsi de suite. Donc, pour terminer, le point essentiel, c'est que si on ne veut pas que nos patients aient mal en post-opératoire d'une chirurgie hémorroïdaire, eh bien, il faut les gérer en péropératoire au maximum. Ça se passe par une analgésie multimodale qu'il faut sur nos patients qui ont des hémorroïdectomies systématiquement associées, sauf contre-indication, à INS et bloc pudendal. Et puis, il y a quelque chose qui ne coûte pas cher, et qui réduit, alors ça, quel que soit le type de chirurgie, c'est l'information des patients en préopératoire. Les informer de ce qui va se passer après réduit dans toutes les études les niveaux de douleur post-opératoire, parce que ça réduit l'anxiété. Et il y a un lien direct entre l'anxiété, le catastrophisme, l'idée d'avoir mal en post-opératoire, et ça, quel que soit le type de chirurgie, et le niveau de douleur post-opératoire. Donc plus vous informez en amont vos patients, en leur disant qu'ils vont avoir mal, que c'est très probable qu'ils vont avoir mal, mais qu'on va trouver les moyens de calmer ça et que ça va bien se passer. Et plus ils seront informés là-dessus, moins ils auront mal en post-opératoire. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette belle présentation. Y a-t-il des questions dans la salle ? Bonjour, merci. Qu'en est-il du métronidazole, l'effet antalgique en post-opératoire ? Est-ce qu'il faut en prescrire ? À votre avis ? Alors, j'ai évité un peu le post-opératoire parce que je maîtrise moins bien. C'est comme tout ce qui est topique, mettre un peu de lidocaïne, la trinitrine, tout ça. Sur le métronidazole en post-opératoire, en effet, il y a des études qui montrent qu'il y a un bénéfice, qu'il y a moins de douleur en post-opératoire, probablement par l'effet antibactérien, tout simplement, du métronidazole. Il n'y a pas d'effet direct analgésique du métronidazole. Il y a des études positives, des études négatives. Je ne peux pas vous dire exactement là-dessus. Bonjour, moi je suis chirurgien digestif et procto à Marseille. Juste plus pour compléter qu'une question, on n'a pas parlé des laxatifs. Or, ça c'est quand même très important de commencer bien les laxatifs avant l'intervention pour que la première selle soit plus rapide et donc la douleur moins longue. Mais juste une petite expérience personnelle, c'est que moi ça fait quelques mois que je les mets sous Xatral, les patients en post-op. En me disant, après tout, il y a une hypertonie sphinctérienne sur la fissure anale, c'est ça qui leur fait mal, puisqu'on joue là-dessus. Et il doit y avoir une réaction d'hypertonie sphinctérienne sur l'hémorroïdectomie, je parle du Milligan notamment, et j'ai l'impression, alors ça vaut pas grand-chose, j'ai pas fait de stats, mais j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup moins de douleur, en tout cas, quand ils reviennent à la consultation, ça va beaucoup mieux, et j'en réhospitalise plus depuis. Donc, petite astuce, si vous voulez tenter. Voilà. Alors, nous, ici, tous les patients prennent du Messire, enfin, c'est l'équivalent. Donc, on n'a pas. Alors, c'est difficile pour nous d'extraire l'effet d'un médicament qu'on donne à tout le monde. Tout le monde a du paracétamol, mais honnêtement, on a un taux de base, je dirais, de douleur. Vous l'avez vu, c'est 22% de nos patients qui ont mal
Donc on peut dire que ça rejoint le groupe contrôle de kétorolac, ça rejoint le groupe contrôle du bloc pudendal, c'est-à-dire qu'en gros, avec des antalgiques standards, une prise en charge standard, en gros, on a 20% de nos patients qui ont des douleurs fortes à modérées. Alors après, on est là pour rajouter des trucs. Si le Xaltra, le Messire, ça marche, pourquoi pas. Mais je ne suis pas sûr que ça a un gain énorme. Je vous le dis, hein, franchement. Mais je pense que clairement, oui, il y a un effet spastique. C'est comme il y a c'est l'intérêt des GABAergiques. Il y a un papier qui est sorti qui dit, vous prenez du baclofène, vous le mettez en poudre et puis vous faites un onguent et vous mettez ça sur l'anus et ça marche très très bien. Voilà. Pour l'instant, il y a une seule étude qui a l'air de donner des résultats positifs. Donc tout ce qui est antispasmodique, tout ce qui est qui peut peut-être agir, mais on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Une question à laquelle vous ne pourrez peut-être pas répondre, parce que c'est plutôt effectivement dans le domaine du post-opératoire. Alors, c'est une question un petit peu à la salle, puisque moi, je ne l'ai pas essayé. On a parmi tous les topiques qu'on a à notre disposition, y compris les anesthésiques locaux, etc., il y en a un qui est peut-être un peu plus disponible depuis maintenant 6 mois, c'est la nifedipine en application topique, qu'il y en a même dans la fissure. De façon un peu empirique, on peut penser que c'est un intérêt dans le post-op, en particulier pour diminuer les douleurs liées à l'hypertonie sphinctérienne au moment des selles. Il y a des gens qui en ont fait l'expérience ou qui ont commencé à étudier ça. Alors oui, il y a des papiers qui commencent à sortir là-dessus. C'est la même chose pour le diltiazem, c'est la même chose pour la trinitrine. Est-ce qu'il y a un effet? Pour l'instant, je vais vous dire, les résultats sont extrêmement parcellaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, je ne peux pas vous dire. Mais par contre, je mets toujours un warning quand on met des antihypertenseurs en transcutané sur une plaie fraîche. C'est-à-dire que si votre patient ne prend pas d'antihypertenseur et il a une tension normale, ça sera un peu dommage qu'il fasse des malaises. Voilà, donc il faut faire attention à la résorption de ces produits. Ce n'est pas des doses si négligeables que ça de principes actifs qu'il y a dans les onguents, dans les topiques. Bonjour, je voulais savoir en fait pour vous le type de résection chirurgicale, que ce soit ligature, thermoinfusion ou application dentaire. Est-ce que ça ne doit pas jouer? Ce n'est pas un facteur à prendre en considération? Si, certainement. La modalité chirurgicale intervient, mais là, moi, en tant qu'anesthésiste, je n'interviens pas. Donc après, c'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas du tout traiter cette question. Je me suis concentré sur des papiers avec de la chirurgie ouverte, stade 3, 4. Voilà, qui est a priori la plus douloureuse. Il y a des questions sur le chat. Pour le bloc pudendal, est-il conseillé de le faire seulement avec naropéine ou d'y associer aussi xylocaïne? Alors, c'est une question de délai d'action. La naropéine va mettre un peu plus de temps à agir que la lidocaïne. Donc ça dépend, je dirais, de la vitesse d'intervention. Si jamais vous êtes un chirurgien, un proctologue qui met moins de 15-20 minutes entre le moment où il fait le bloc pudendal et la chirurgie est finie, je dis en effet qu'il faut associer de la lidocaïne. Nous, on fait que de la naropène ici. Et ça, en général, ça suffit largement. Merci Pascal.